récent que l'on vient de faire là en commun avec Paola de Pertuis, Malika Yezabachen et Anka Nitulescu. Et donc, je vais commencer par présenter le cas d'usage qui justifie un petit peu ce genre de besoin. Et ensuite, on va voir comment on peut mettre en œuvre ce type d'évaluation vérifiable. Ça va être un peu en lien avec l'exposé précédent, puisqu'il va y avoir aussi des preuves interactives ou non interactives et particulièrement courtes, donc dans l'esprit des SNARK. Donc, la motivation initiale de ce travail, c'est ce qu'on appelle le Private Set Intersection, donc PSI, qui est pour aider à deux individus, c'est dans le contexte classique de two-party computation, de deux personnes qui veulent évaluer l'intersection de deux ensembles. Donc, on est donc le contexte que je propose, c'est on a Alice qui a son ensemble de contacts grand X, donc de X1 à Xm, et qui souhaite joindre un réseau social, grand S, dont l'ensemble des membres, c'est grand Y, avec petit y1 jusqu'à petit y grand N, avec, donc l'on peut supposer qu'a priori, le nombre de participants dans ce réseau social est beaucoup plus important que l'ensemble des contacts d'Alice. Mais avant de joindre justement ce réseau social, Alice veut savoir si elle a déjà des amis qui sont dans ce réseau social. Donc son objectif, c'est d'évaluer, d'obtenir l'intersection de ces deux ensembles, grand X inter grand Y, pour Alice. Elle ne doit pas, elle veut pas faire fuir d'informations sur grand X. Donc on va avoir un protocole, donc a priori interactif, en tout cas entre Alice et le réseau social, le grand S, de sorte qu'à la fin, Alice va apprendre X inter Y et ne va faire fuir aucune information sur X. Donc, ce qui signifie que grand S va rien apprendre du tout et de son côté va ne faire fuir que l'intersection X inter grand Y. D'accord? Donc, X est connu par Alice et Y est connu par grand S. Donc, l'approche classique pour faire ce genre de choses, qui a été proposée depuis un certain nombre d'années, c'est d'exploiter des propriétés polynomiales sur un corps fini. Donc, j'écris la ZP où P est premier plus grand que grand N étant la taille maximale des deux ensembles. Et grand S, le serveur, le réseau social, va finalement calculer le polynôme grand P, qui va être le produit de tous les y moins yi, c'est-à-dire en fait fabriquer le polynôme tel que tous les éléments dans l'ensemble grand Y, si je ne me souviens bien, sont des racines, et uniquement. Donc un élément est dans grand Y si et seulement si c'est une racine de grand P. Et donc, une fois qu'on a vu ça, je n'explique pas encore comment on va procéder, mais l'idée que l'on va suivre, bah, ça va être qu'ensuite, Alice, pour chacun des XJ qui sont dans son ensemble, eh bien, elle va évaluer, elle va essayer de tester si son XJ est une racine de grand P ou pas. Et l'objectif de ce protocole va être pour Alice d'apprendre uniquement l'information, c'est une racine ou ça n'est pas une racine. Et donc, ça lui permettra d'apprendre uniquement l'information, c'est dans grand Y ou ça n'est pas dans grand Y. Et donc, pour cela, on va procéder en deux étapes. Donc, d'abord, un petit peu randomiser le polynôme grand P pour que lorsque Alice va faire l'évaluation de ce polynôme en son XJ, eh bien, elle obtienne soit 0, ça restera 0, multiplié grand P par un aléa inversible, ça va faire en sorte que XJ est une racine de PJ, si et seulement si XJ est une racine de P, et donc si et seulement si XJ est dans grand Y. Et si ça n'est pas une racine, à cause du facteur multiplicatif, ça ne révélera aucune information sur le polynôme grand P et donc sur l'ensemble grand Y. Et donc pour cela, l'outil classique qui a déjà été défini, c'est Oblivious Polynomial Evaluation, OPE, qui est la situation où donc on a deux interlocuteurs, Alice et le serveur, où Alice veut obtenir l'évaluation de P de X pour un X de son choix et pour un P du choix du serveur. Et rien ne doit fuir au sujet de P auprès d'Alice et rien ne doit fuir au sujet de X auprès du serveur. Donc là, je simplifie un petit peu la situation.
Et donc, pour faire de l'Oblivious Polynomial Evaluation, il y a eu plusieurs approches possibles. Et donc, il y a une première qui a été pas mal utilisée dans la littérature, c'est en utilisant un schéma de chiffrement simplement homomorphe. Donc, utiliser le chiffrement de Paillet ou utiliser le chiffrement Elgamal vu sous forme additive sous la clé d'Alice. Et donc, pour cela, qu'est-ce qu'on peut faire? Alice peut chiffrer toutes les puissances. Alors là, ici, je suis ramené à uniquement l'évaluation en un seul point x, donc je n'ai plus d'indice. Donc x, c'est le point en lequel Alice veut évaluer le polynôme, et donc elle va chiffrer toutes les puissances successives de i, donc elle a besoin quand même de connaître. Alors la seule information qui va fuir sur grand P, c'est le degré du polynôme grand N. Et donc Alice va devoir envoyer tous les chiffrés des puissances successives de x. Ensuite, le serveur qui possède le polynôme grand P, que l'on peut noter comme étant la somme des fi y puissance i, eh bien là, le serveur va pouvoir utiliser la propriété additive du schéma de chiffrement. Alors là, j'ai mis des points entourés, des plus entourés. C'est juste pour montrer que ça ne va pas forcément être. Alors après, tout dépend du schéma de chiffrement, mais en fait, le point entouré ici, donc c'est l'opération de multiplication d'un chiffré par un scalaire public. Et le au plus, c'est la somme de tous les chiffrés, finalement. Enfin, la somme de tous les chiffrés. C'est l'opération qui permet de faire le chiffré de la somme, grâce à la propriété linéairement homomorphe du schéma de chiffrement. Et donc, on voit en tout cas que cette opération, grâce aux propriétés homomorphiques linéairement homomorphes du schéma de chiffrement, on peut obtenir le chiffré de P de x. Et donc, Alice a simplement besoin de récupérer cette valeur E pour obtenir P de x et déterminer si P de x égale 0 ou n'est pas égal à 0. Donc, encore une fois, ici, là, je suppose que le P a été randomisé, etc. Donc, je le fais qu'une seule fois ici. Donc, en tout cas, c'est pour montrer comment on peut faire l'évaluation d'un P de x pour un P choisi par le serveur et un x choisi par Alice. Là, on voit que la communication elle va être linéaire en grand N parce que Alice doit envoyer tous les E indices I, donc tous les chiffrés des x puissance I pour toutes les puissances de x. Donc, il y a grand N puissance de x. Et si Alice veut évaluer grand M, ce polynôme en grand M point, donc éventuellement le polynôme remultiplié, randomisé à chaque fois, et on voit que la complexité en communication va être grand N fois grand M. Et je vous rappelle qu'on est dans la situation où on suppose que grand N est très grand et on constate qu'ici, ça va devenir totalement impossible à mettre en œuvre. Alors, il y a l'autre possibilité, toujours en utilisant un schéma de chiffrement linéairement homomorphe, mais sous une clé partagée. Là, cette fois-ci, on va non pas chiffrer les xi, mais on va chiffrer, alors ça va être le serveur qui va chiffrer le polynôme sous cette clé, là, cette fois-ci partagée entre les deux. Et donc là, on va considérer que les f'I, c'est les chiffrements de tous les coefficients du polynôme. Et là, cette fois-ci, on peut utiliser encore une fois la propriété linéairement homomorphe de notre schéma de chiffrement pour encore une fois calculer le chiffrement de P de x. Et à la fin, enfin à chaque interaction, il va falloir que les deux opèrent ensemble pour obtenir le déchiffrement de grand E et donc obtenir l'information si P de x égale 0 ou pas. Et donc là, on voit que la complexité va être moindre, puisqu'on on va avoir une complexité en grand N pour la première étape, parce que, en termes de communication, puisque le serveur doit envoyer ses grands N coefficients chiffrés. Par contre, ensuite, on va avoir grand M interaction entre les deux, entre Alice et le serveur, pour obtenir le déchiffrement de E pour toutes les valeurs possibles de E que Alice aura évaluées. Excuse-moi David, il y a une question sur si le chiffrement peut être, est-ce qu'il peut être à clé secrète sur le premier item là? Alors oui, il pourrait, oui, puisque alors oui, il pourrait être à clé secrète, mais on a quand même besoin d'une propriété homomorphe publique. Donc après, tout dépend ce qu'on appelle la clé secrète. Effectivement, le serveur n'a pas a priori besoin de savoir chiffrer, mais je vois pas trop le fait de pouvoir faire des combinaisons publiques sans avoir un minimum d'informations pour qu'ils soient à clé publique. Donc, bon, a priori, on pourrait dire que non, mais je doute que ça existe à clé secrète.
Donc, par contre, le second, là, c'est clair qu'il faut que ce soit clé publique avec un déchiffrement distribué. Et un dernier mode d'évaluation a été proposé à l'aide de FHE, donc Fully Homomorphic Encryption. Et là, on voit bien que ça va pouvoir aller beaucoup plus efficacement. Alors, en fait, c'est un peu similaire à la première construction de linéairement homomorphe sous la clé de Alice, puisque là, encore une fois, Alice va chiffrer son X, mais elle n'a plus besoin de chiffrer toutes les puissances de XI, puisque grâce aux propriétés complètement homomorphes du schéma de chiffrement, le serveur va être en mesure de calculer toutes les chiffrées des x puissance i et ensuite les combinaisons linéaires. Et renvoyer ceci à Alice, et Alice a juste besoin de déchiffrer pour déterminer si P de x égale 0 ou pas 0. Donc là, en fait, pour reprendre la question de tout à l'heure, on peut aussi avoir ici un schéma fully homomorphique qui serait a priori à clé secrète, puisque le serveur n'a pas besoin d'effectuer un chiffrement from scratch. Il a uniquement besoin d'appliquer les opérations homomorphes sur le schéma de chiffrement. Donc c'est un peu la même réponse que tout à l'heure. Alors là, il y a eu, en termes de communication, on pourrait supposer que la communication va être constante pour chaque évaluation, puisque en gros, Alice doit envoyer uniquement un chiffré de petit x et puis elle reçoit le chiffré de P de x. Elle a juste besoin de déchiffrer. Donc, il y a eu juste un aller-retour qui consiste à, en gros, 2 chiffrés. Et donc, globalement, puisqu'elle doit faire ça pour grand M valeur de xi, on va avoir une complexité a priori linéaire en grand M. Mais bon, là, ce n'est pas complètement clair à quel point les paramètres du FHE ne vont pas varier avec le degré de grand N, parce qu'on voit bien qu'il va falloir que ce schéma FHE va devoir avoir une correctness toujours valable. On va avoir besoin aussi, bien sûr, de sécurité sémantique sur ce schéma de chiffrement. Donc, en pratique, pour que les paramètres du FHE restent raisonnables, qu'on n'ait pas besoin d'une profondeur multiplicative énorme, on aura très probablement besoin d'envoyer des puissances intermédiaires dans le chiffré de la part d'Alice. Donc Alice va envoyer non pas toutes les puissances de x, les chiffrés de toutes les puissances de x, mais envoyer quelques chiffrés de puissance de x. Alors on peut imaginer de façon un trade-off optimal qui pourrait être, elle en envoie un nombre logarithmique qui permettrait de calculer le chiffré de P de x avec un nombre également logarithmique comme profondeur multiplicative. Mais bon, donc je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que ce n'est pas complètement clair asymptotiquement comment cela évolue. Mais en tout cas, ça va être l'idée quand même que l'on va apprendre par la suite et je vous donnerai des paramètres concrets à la fin. Alors, donc maintenant, je vous ai présenté un peu les méthodes qui peuvent être utilisées pour faire du OPI, donc de l'évaluation de polynômes de façon à l'aveugle. Mais on voit bien que dans la construction qu'on propose, si l'objectif c'est de faire le private set intersection, on est obligé, là, les constructions que j'ai proposées, elles étaient uniquement sûres dans le cas, enfin sûres, oui, elles étaient correctes dans le cas honest but curious. Mais S peut tricher, notamment selon le cas qu'on va, oui, selon les situations qu'on utilise, mais là, dans le cas FHE, on peut considérer que éventuellement le serveur ne va pas calculer un multiple de grand P pour un RJ quelconque différent à chaque fois. Il pourrait très bien utiliser un PJ différent à chaque fois et donc finalement changer de grand Y à chaque fois. Ou donc ce qui revient à changer de grand P à chaque exécution. Donc on voit là que le serveur peut tricher. Et donc pour éviter ce type de triche, ce que l'on va exiger, nous, c'est que le serveur va d'abord committer son polynôme grand P, donc committer son ensemble grand Y pour qu'il précise bien une bonne fois pour toutes quel est cet ensemble grand Y. Il va ensuite, alors maintenant pour chaque interaction, donc le grand P va avoir été commité une bonne fois pour toutes, et pour chaque évaluation sur un point XJ, le serveur va fabriquer un multiple de grand P avec un aléa RJ, va prouver que PJ est bien un multiple, va commiter également PJ et prouver que PJ est bien un multiple de P. Et ensuite, et c'est plus là-dessus que l'on va se concentrer maintenant, prouver qu'il a fait une évaluation correcte
du polynôme PJ qui a été commité juste au-dessus, en le point XJ qui aura été envoyé chiffré par Alice. Donc là maintenant, à partir de maintenant, je vais un peu me concentrer sur cette dernière ligne. Donc je pense d'ailleurs, voilà. Je vais me concentrer sur cette dernière ligne qu'on peut considérer comme étant un snark si on est non interactif. On va voir qu'on peut être plus ou moins interactif selon l'efficacité qu'on attend. Et donc, l'objectif de la suite de cet exposé, c'est d'expliquer comment on va pouvoir prouver cette correcte évaluation d'un polynôme PJ qui a été commité en un point XJ qui a été chiffré par Alice. Et l'objectif, bien sûr, c'est d'avoir une communication qui puisse être indépendante du degré de PJ et donc qu'on puisse avoir quelque chose indépendant du degré grand N de PJ, puisque, encore une fois, on prend comme hypothèse que grand N va être très grand, va être 1 milliard ou plusieurs milliards, ou en tout cas plusieurs millions. Et donc, il ne faut pas que la complexité dépende de ce grand N. Alors, donc, on a défini donc, myopie, donc pour myope en français, mais aussi en anglais, qui est un peu pour une manière un jeu de mots aussi, pour dire qu'on va faire de l'OPI, donc c'est-à-dire une évaluation à l'aveugle d'un polynôme avec une sécurité malicieuse, c'est-à-dire où on va pouvoir admettre que les participants sont malhonnêtes. Et donc, comment va-t-on commencer le système? Donc, on va commencer par la situation où S va commiter un polynôme grand P. Donc, on peut le voir comme donc le polynôme grand P, là, je vais l'écrire comme étant la somme des FI Y puissance I. Et donc, on va le voir comme un vecteur grand F. Alors là, je n'ai pas encore précisé en quels espaces on se place, mais je vais préciser ça très rapidement. Donc ça, c'est la première étape d'un protocole tout-party vérifiable et dans le cas malicieux, c'est-à-dire qu'il y a un commitment de la valeur que le serveur va envoyer, enfin, va utiliser. Maintenant, S a commité un grand P et ne pourra plus en dévier par la suite. De la même manière, grand A va envoyer des chiffrés le chiffré de petit x et va également, voilà, et c'est une manière aussi de commiter la valeur petit x, c'est en envoyant le chiffré de petit x. Alors, on peut supposer qu'il y a des puissances intermédiaires qui vont être envoyées ou pas. En fait, ça nous est un petit peu égal, puisque nous, la seule chose qui va nous intéresser, c'est que A va envoyer donc un chiffré de x et S dans son coin. Donc, une fois qu'il a reçu le chiffré de x, voire le chiffré de x et certaines puissances intermédiaires, il va pouvoir calculer, grâce aux propriétés homomorphes du schéma FHE, va pouvoir calculer le vecteur E, qui est le vecteur de toutes les puissances successives de xi. Alors, oui, je vois d'ailleurs, oui, que j'ai commencé à 1, j'aurais peut-être dû commencer à 0, aussi bien pour grand F que pour grand E. Donc, on a les polynômes qui sont les coefficients. Donc grand F, c'est les coefficients du polynôme grand P. Et grand E, c'est les chiffrés de toutes les puissances successives. Et là, bien sûr, la première chose que S va devoir faire, c'est prouver qu'il a calculé correctement toutes ces puissances successives, ou les chiffrés de toutes ces puissances successives. Et ensuite, on voit que selon les propriétés du schéma FHE, et on va voir avec l'exemple que je vais présenter juste après, eh bien que le chiffré de P de X, ça n'est rien d'autre que le produit scalaire de grand E et de grand F dans les bons espaces. Parce que en fait, on voit bien que nous, ce qu'on veut calculer, enfin, le chiffré de P de X, c'est d'une certaine manière le chiffré de la somme des FI X puissance I, et donc c'est la somme des FI, les chiffrés de XI. Et donc, on veut faire ce produit scalaire et également prouver ce produit scalaire. Donc, ça va être la suite de l'exposé, d'expliquer comment on va pouvoir faire ces deux preuves de façon compacte et donc indépendamment du degré de grand P. Voilà. Donc maintenant, pour prendre des choses un petit peu plus concrètes, donc on va utiliser le FV comme schéma de FHE, où on se place dans l'anneau des polynômes, donc ZT de x quotienté par R de x, où R de x est xn plus 1. Et donc ZT où T, bon, là, nous va être un nombre premier.
Et puis le chiffré, l'ensemble des chiffrés, ça va être un autre anneau de polynôme qui est ZQ crochet X quotienté par ce même R de X. Et on va noter delta, le quotient, enfin l'approximation du quotient de Q sur T. Alors, là, juste pour un rappel, pour ceux qui ne sont pas familiers, mais c'est important de rappeler un petit peu comment fonctionne FV. Mais bon, très rapidement, on n'aura plus besoin de tous ces détails de la construction de FV. Mais je veux juste rappeler les propriétés dont on aura besoin par la suite. Donc, dans FV, la clé secrète, c'est un petit élément de RQ, petit s. Et la clé publique, eh bien, on choisit un polynôme P de RQ, enfin un élément P de RQ, et on va noter P' qui est P fois S plus E, où E c'est à nouveau un petit élément de RQ. Et pour chiffrer un message M qui est dans RT, puisque je vous rappelle, donc RQ c'est l'ensemble des chiffrés, RT c'est l'ensemble des clairs, pour chiffrer un élément M de RT, eh bien on va choisir encore 3 petits éléments de RQ, mais je n'ai pas précisé de RQ, U, E1, E2, et le chiffret va être composé de deux éléments de RQ. On va d'abord calculer petit c, la première partie qui est indépendante du message, qui va être P fois U plus E1, et C' qui est P' fois U plus E2, qui va servir de masque du message que l'on est en train de déchiffrer. Et le message que l'on chiffre, on le multiplie par delta pour que finalement on puisse ensuite le retrouver. Je vais expliquer comment on le retrouve par la suite. Puisque le déchiffrement, si on fait C' moins CE, moins CS, pardon, où je vous rappelle S, c'est la clé secrète, eh bien, bon, le C', il contient le delta M, donc le delta M, il reste là. Et puis, si on regarde toutes les choses qui s'annulent, eh bien, il reste EU moins SE1 plus E2. Donc, on voit que c'est delta fois M plus un vecteur V que l'on peut appeler le bruit d'une certaine manière, qui est EU moins SE1 plus E2. Et si vous regardez bien, EU, S, E1 et E2 étaient tous des petits éléments de RQ. Et donc, on peut espérer que V soit également un petit élément de RQ. Et donc, là, maintenant, on peut diviser par delta. Et donc, on voit que le petit m reste tout seul, qui est masqué par un bruit qui est V sur delta. Et on peut le prendre modulo T. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que si V est plus petit que delta sur 2, enfin la norme infinie de V, c'est-à-dire la norme infinie où on voit V comme où V est vu comme un polynôme dans l'espace RT. On prend, si la norme maximale de ces coefficients est plus petite que delta sur 2, quand on divise par delta, c'est plus petit que 1, et donc l'approximation va nous donner 0, et on retrouve bien le message. Donc, juste la conclusion qui nous intéresse, c'est qu'un schéma, un chiffré, ça va être PU, enfin, ça va être petit c, petit c'. On a les propriétés additives et multiplicatives si delta est assez grand. Donc, on voit bien l'additivité parce qu'on voit là que si on additionne deux chiffrés, on voit sans problème apparaître qu'on obtient delta fois M1 plus M2. Et la multiplication va avoir le même genre de choses. Alors, le bruit, les bruits s'additionnent en cas d'addition, et par contre, le bruit va augmenter de façon plus importante en cas de multiplication. Mais ça, c'est des choses qui sont bien définies dans ce schéma de chiffrement. On connaît la manière dont le bruit va grossir en fonction le degré multiplicatif des opérations. Et donc, la seule propriété dont on va avoir besoin, qui va être forte dans ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir besoin d'utiliser la propriété que la somme des NI chiffrés des MI, enfin, si on la déchiffre, ça nous donne bien la somme des NI MI, où les NI et les MI sont des éléments de RT. Et ça, c'est clairement satisfait, en tout cas, si T est un diviseur de Q, et il n'y a pas d'interdiction dans FV pour que T soit un diviseur de Q. Et donc, dans ce cas-là, en plus, delta a le bon goût d'être un entier, et on n'a même plus besoin de prendre la partie au-dessus. Donc, maintenant qu'on a ce schéma de chiffrement, je vais expliquer comment on va pouvoir
prouver, enfin, comment le serveur va pouvoir prouver qu'il a correctement fabriqué les CI, CI', à partir du chiffré de M. C'est-à-dire que, imaginons la situation où Alice a uniquement envoyé le chiffré de M, bon, et le serveur va calculer toutes les puissances, enfin, va calculer avec la méthode homomorphe les chiffrés de tous les M puissance I. Alors, donc d'une certaine manière, on va supposer, nous, qu'il va générer et committer les EI. Alors, pour les commitments de tous ces éléments-là, pour le moment, vous pouvez avoir l'impression que je vais avoir énormément d'éléments à committer et donc éventuellement envoyer. Mais on va voir dans un deuxième temps comment on peut committer ce vecteur grand E de façon indépendante du degré de grand N. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un commitment très compact de grand E. Donc là, pour le moment, admettons que l'on sache committer tous les grands I, ou tous les grands EI, pardon, et tous les grands EI sont des chiffrés que le serveur prétend être les chiffrés des M puissance I, parce qu'il a effectué l'opération homomorphique sur le grand E, mais nous, on n'en sait rien. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est le chiffré de M indice I. Donc, notre objectif, dans un premier temps, pour le serveur, ça va être de convaincre Alice que les MI sont les M puissance I. Ça va être la première étape. Et donc, pour cela, Alice, une fois que le serveur a commité les grands EI, donc en gros, il a déjà commité les chiffrés des M indice I, il ne peut plus changer. Il ne peut plus changer d'avis. Donc, il a fabriqué des chiffrés de M indice I qu'il prétend être M puissance I, mais on veut le vérifier. Donc maintenant, Alice va choisir un élément aléatoire dans RT, et on va Alice et le serveur vont pouvoir, elle va communiquer ce N au serveur, et Alice et les deux vont être en mesure de calculer N indice I, qui est le N puissance I dans RT. D'accord? Et maintenant, donc, le serveur va répondre par B', la combinaison des NI EI, donc qui est la somme des NI CI, C'I, donc qui est le chiffré qui se combine. Et si vous vous souvenez, avec la propriété que j'ai évoquée tout à l'heure, normalement, si les CI, C'I étaient bien les chiffrés de M puissance I, alors le déchiffrement de BB' nous donne théoriquement la somme des N indice I, M puissance I dans RT, et donc c'est la somme des N puissance I, M puissance I dans RT. Alors, je vais vous faire admettre une hypothèse pour le moment, mais que l'on va prouver par la suite. On va admettre que on est confiant que B', c'est bien la combinaison linéaire avec les coefficients, combinaison avec les coefficients NI de tous les EI qui ont été commités initialement par le serveur. Donc, on va admettre que ça, c'est vrai. Mais encore une fois, je ne l'admets pas une bonne fois pour toutes. On va le prouver dans la suite. Et donc, si on est d'accord que BB', c'est bien la combinaison des NI EI et donc des NI CI, CI', on a vu que, d'accord, normalement, CI, CI', c'est le chiffré de M puissance I, mais on n'en sait rien, c'est ce qu'on veut vérifier. Donc, on sait juste que c'est le chiffré de M indice I. Et donc, le déchiffrement de BB', c'est censé être la somme des NI M, enfin N indice I, M indice I, et donc la somme des N puissance I, MI dans RT. Et donc, comme on a vérifié sur le slide précédent, Alice a elle-même vérifié que le déchiffrement de BB', c'était bien la somme des N puissance I, M puissance I, on en déduit que Alice, encore une fois sous l'hypothèse que BB' était la bonne combinaison des EI au-dessus, on en déduit que la somme des M indice I moins M puissance I fois N puissance I, c'est égal à 0 dans RT. Et donc, on peut voir ça comme un polynôme dans RT crochet Y, où les coefficients, c'est les M indice I moins M puissance I, pour toutes les valeurs Y puissance I. Et on peut voir ce polynôme comme évalué en un point aléatoire de n dans RT. Encore une fois, et bien aléatoire dans RT.
Et le choix aléatoire a été fait après que les envois du serveur aient été faits. C'est-à-dire que en fait, les coefficients m indice i et m puissance i, le serveur il ne pouvait pas les choisir avant, les modifier une fois réception de petit n, donc il n'avait plus le choix. Donc on a un polynôme qui était fixé à l'avance, qu'on évalue en un point aléatoire n de Rt et qui vaut 0. Là, on se dit, on peut utiliser Schwarzschild, le lemme de Schwarzschild. Et ce lemme de Schwarzschild, il dit que lorsqu'on évalue un polynôme dans un corps fini, s'il est de degré grand N et qu'il est non nul, alors la probabilité que quand on prend un point aléatoire petit x dans un sous-espace de grand F, la probabilité que ce polynôme s'annule en ce point aléatoire, il est divisé par, il est plus petit que le degré du polynôme divisé par le cardinal du sous-ensemble dans lequel on choisit. En gros, c'est comme il y a au maximum grand N racines, la probabilité que ça s'annule, c'est de tomber sur les grands N racines essentiellement. Bon, ça se généralise aussi à plusieurs variables. Malheureusement, on pourrait se dire c'était simple, malheureusement, RT, ça n'est pas un corps fini. Parce qu'on est dans la situation où Z de T crochet X divisé par Rx, donc c'est ça n'est pas une extension, enfin, ça n'est pas, on n'a pas un polynôme qui est irréductible dans ZT crochet X, grand R n'est pas un polynôme irréductible. Et donc, on ne peut pas appliquer le lemme de Schwarzschild. Et même, on a envie de décomposer RT en une composition de corps finis pour pouvoir appliquer ce lemme de Schwarzschild. Et là, il y a un résultat intéressant qui date de 1993 sur la décomposition de ces polynômes de la forme x puissance 2 puissance k plus 1. Et dans le cas particulier où t est égal à 3 modulo 8, eh bien, on peut montrer qu'il se décompose en deux polynômes irréductibles de degré n sur 2. Donc, on a notre x puissance n plus 1 qui se décompose en deux polynômes irréductibles de degré n sur 2. Et donc là, maintenant, on va pouvoir voir notre RT comme étant le produit de deux corps finis, chacun de cardinalité t puissance n sur 2. Et là, donc, en appliquant le théorème de Schwarzschild, le lemme de Schwarzschild, eh bien là, on peut en conclure qu'avec une probabilité qui est finalement écrasamment négligeable, on peut en conclure que m indice i est égal à m puissance i dans RT. Parce qu'on a bien l'égalité avec probabilité 1 sur t puissance n. Enfin, la probabilité d'erreur est dans n sur t puissance n sur 2 dans chacun des sous-espaces. Et donc, au pire, c'est 2 fois ça. Donc, on a prouvé notre première étape, à savoir que si B' était bien la combinaison des EI avec les coefficients NI, alors on sait maintenant que les EI sont bien les chiffrés des puissances successives de X. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va faire l'hypothèse que B' c'est bien la bonne combinaison. Maintenant, on va prouver que B' c'est la bonne combinaison. Alors pourquoi je l'ai fait dans cet ordre-là? C'est que à la fin, on aura aussi, notre but ultime, ça va être aussi d'évaluer le polynôme grand P en ces points en X également, en M, pardon, en petit m. Et donc, oui, là, j'ai changé un petit peu de notation, c'est-à-dire que le polynôme grand P, je ne l'appelle plus somme des f, i, y, i, mais je l'appelle somme des p et indice i, y, i, parce que maintenant, les pi sont des éléments de RT. Et donc, on se retrouve un petit peu dans la même situation dans les deux cas. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va vouloir prouver que B', c'est une bonne combinaison linéaire des EI, alors je crois, voilà, des EI avec des coefficients n indice i publics, mais ultimement, on voudra pour notre OPI, notre Oblivious Polynomial Evaluation, nous, ce qu'on veut à la fin évaluer, c'est le polynôme grand P sur petit m. Et donc, on va vouloir vérifier que D', qui va être la valeur que le serveur nous envoie à la fin, une fois qu'il a fait le calcul homomorphique de P de M, eh bien, il va aussi devoir nous prouver que D', c'est bien la combinaison des EI avec ses coefficients
P indice I. Alors, la grosse différence entre la première preuve BB' et la deuxième preuve sur les DD', c'est que donc, pour BB', ça se fait sur des coefficients publics N indice I, parce que Alice a envoyé N et tout le monde est en mesure de calculer les coefficients N indice I, puisque c'est les N puissance I modulo, enfin, dans RT, ou en tout cas modulo T. Et puis, PI, ça va être, là, cette fois-ci, un polynôme qui aura été commité par le serveur, et donc qui ne sont plus publics. Mais bon, ce n'est pas la partie privée qui pose le plus de problèmes. Donc, je ne m'attarderai pas beaucoup sur la partie l'évaluation avec les PI. On va voir maintenant comment on peut convaincre que les BB' ont été bien fabriqués. Et donc, pour cela, on a… Bon, alors j'oublie le BB', je vais me concentrer sur le B, puisque ce que j'ai envie de vérifier, c'est que B, c'est bien la somme des NICI dans RQ. Et donc, que RQ, je vous rappelle, c'est en fait ZQ crochet X quotienté par grand R. Et donc, je veux l'écrire sous cette forme-là, somme des NICI plus Q plus QR, où R, ça va être le quotient de ma réduction modulaire, Q, ça va être le quotient de ma réduction modulaire par grand R. Les NI, ça va être les fameux coefficients publics que l'on a calculés comme étant les N puissance I. Et les CI, c'est les valeurs que le serveur m'a committées comme étant les chiffrés des M puissance I, enfin les CI, C'I, c'est les chiffrés que le serveur m'a committé. Donc, encore une fois, on verra comment on va pouvoir mettre dans grand C ce commitment. Mais donc, voilà ce que maintenant je veux prouver. Je veux prouver qu'on a bien B qui est bien la somme des NICI modulo grand R. En fait. Alors, donc, à nouveau, on peut voir les choses comme des polynômes. Et donc, c'est pour ça que quand je parlais tout à l'heure de polynôme de commitment grand C, en fait, on va pouvoir voir les CI comme un polynôme grand C de Y, qui est la somme des CI Y puissance I. Et on va faire pareil avec les N indice I, mais en inversant les degrés. C'est-à-dire pour ça que je mets une étoile pour N étoiles de Y, qui va être la somme des I égale 0 à grand N des N indice I fois Y puissance N-I. Alors, je rappelle les notations là qu'on veut étudier, donc le grand C, le grand N étoile. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? C'est si on fait le produit de convolution entre les deux polynômes, si on multiplie les deux polynômes, on remarque que les CI, NJ vont se multiplier. Et comme on a justement mis les coefficients de façon à ce que l'un monte pendant que l'autre descend, eh ben, on va avoir finalement Cn, ça va être un polynôme de degré 2 grand N, mais la valeur de degré, le coefficient de degré grand N va être la valeur qu'on recherche en fait. Ça va être le petit b que l'on recherche. Et derrière, ça va être plein d'autres coefficients, mais qui sont avec pour des grands Y qui ne sont pas à une puissance grand N. Donc, qui sont entre 0 et 2 grand N, privés de grand N. Et donc, pour cela, maintenant, on va plonger un niveau en dessous et travailler dans RQ, puisqu'on sait que RQ, en fait, nos polynômes, petit b, petit n, petit ci, c'est des polynômes qui sont de degré maximum petit n. Alors, j'ai même laissé petit n, mais finalement, c'est même petit n moins 1, puisque finalement, on quotiente par x puissance n plus 1. Et donc, on peut voir CI comme un polynôme de degré petit n moins 1. NI, c'est pareil. B peut être vu pareil. Et Q aussi. En fait, on voit que tout ce petit monde-là, les NI et les CI sont des éléments de RQ, et donc peuvent être vus comme ces éléments-là. B aussi est un élément de RQ, et donc Q va être aussi, et R bien sûr, alors on connaît sa forme puisque c'est le polynôme xn plus 1. Et donc,
Maintenant, si on combine les deux polynômes, on peut voir notre CY de tout à l'heure. On peut le voir comme le CY. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris quand je passe dessus, mais le CY, on peut le voir aussi comme un C de XY, où on voit ça comme un polynôme maintenant à deux variables, en variable grand X et en variable grand Y, où on prend les CIJ qui étaient les CIJ de notre petit polynôme CI. Et pareil pour le N étoile. Et alors, si je reviens, hop, non, je reviens juste là. Et donc là maintenant, je vais vous expliquer comment je vais pouvoir, une fois que j'ai vu toutes ces choses sous forme de polynôme, prouver que le petit b, c'est bien le coefficient devant le degré grand N. Et en ayant commité les choses. C'est-à-dire que là, pour le moment, je vous ai parlé de plein de polynômes. Et maintenant, tous ces polynômes, grand C de Y, qu'on peut voir donc comme une seule variable, mais qu'on peut maintenant voir à deux variables dans Z de Q, puisque là, maintenant, les CIJ sont des éléments de ZQ. Les N étoiles aussi, c'est des éléments, c'est des polynômes à deux variables dans ZQ. On va voir comment on peut commiter ce type de polynôme de façon à pouvoir faire des calculs, des preuves dessus. Et donc, pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle les secure encodings, qui sont donc des encodages, là, cette fois-ci, vraiment à clé secrète, d'éléments de ZQ, justement. Donc, c'est exactement ce qui nous intéresse, puisqu'on veut encoder des éléments de ZQ. Il va y avoir une clé de vérification dans ces encodages, de façon à ce que n'importe qui puisse vérifier la validité d'un encodage. On veut aussi que cet encodage ait une propriété linéaire, c'est-à-dire que, étant donné un certain nombre d'encodages d'éléments inconnus, x1, xn, eh bien, n'importe qui peut fabriquer l'encodage d'une combinaison linéaire des xi pour les AI de son choix. Et donc, c'est-à-dire qu'il peut faire des combinaisons linéaires. Mais ce qu'on va aussi exiger, et c'est là la propriété de secure encoding, c'est que non seulement il pourra faire ces combinaisons linéaires de façon publique, mais il ne pourra faire que ces combinaisons linéaires. C'est-à-dire qu'il n'aura pas la possibilité, la capacité de générer un nouvel encodage qui ne soit pas une combinaison linéaire des valeurs qui étaient précédemment encodées. Et donc, et même plus fortement, ce qu'on a comme hypothèse dans ces secure encoding, c'est qu'on a une notion d'extractabilité. Donc, c'est une hypothèse très forte, hein, je le conçois, mais donc c'est une hypothèse qui a été faite et on va voir que dans certains cas, elle peut avoir du sens. Donc, on sous-entend qu'il existe un extracteur, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'attaquant est capable de générer un encoding valide, d'où la vérification d'un encoding, si l'encoding est valide, alors l'extracteur peut extraire la combinaison linéaire qui constitue cet encodage à partir des encodages qui avaient été initialement générés. Et une autre propriété qui sera intéressante, c'est qu'on peut aussi faire des vérifications quadratiques, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre d'encodings, pour un polynôme quadratique Q, il sera possible de vérifier que les valeurs dans l'encodage annulent bien ce polynôme quadratique. D'accord ? Donc, il y a eu des propositions de commitment pour des polynômes. Alors, donc, un article qu'on a publié l'an dernier à PKC, mais il y avait aussi eu d'autres résultats. Alors, nous, on l'avait étendu au polynôme de degré 2, mais ces notions de secure encoding, donc c'est des choses qui datent de longtemps. Et donc, c'est juste pour vous illustrer comment on peut faire ce genre de secure encoding à l'aide de couplage. Donc, si on utilise des courbes elliptiques avec couplage, dans G1, G2, donc de type 3. Donc, on va supposer qu'on a un aléa alpha secret et que la clé, ce que j'appelais tout à l'heure la clé de vérification, ça va être le G puissance alpha dans le groupe G2. Eh bien, ce qu'on peut remarquer, c'est que si on publie les encodages de tous les S puissance J, et en fait, un encodage de S puissance J, c'est G puissance S puissance J, G puissance alpha S puissance J et G gothique S puissance J. Donc, si on voit un tel triplet comme un encodage de S puissance J, bon, on voit qu'à partir de tous ces encodages, il est possible de générer l'encodage de B de S, où B est un polynôme de degré. Enfin, si on a
proposer toutes les puissances jusqu'à n de S. On est en mesure de le faire pour tout polynôme B de degré maximum n. Ça marche également pour des polynômes de degré à deux variables. Et en effet, donc comme je le dis, et comment on peut vérifier qu'un encoding est valide? Eh bien, grâce à la clé de vérification, on voit que si on a un encoding donc, qui est composé de 3 éléments, comme je disais, G puissance S, G puissance alpha S et G gothique puissance alpha, puissance S, pardon, donc c'est le E1, E2 et E gothique 3, bon, on voit que grâce à VK, on peut vérifier que E1 et E2 ont bien la propriété de la puissance alpha qui les relie. Et puis, grâce à E3 et à G gothique S qu'il y avait dans la CRS, enfin, et à G gothique tout court, pardon, on peut vérifier aussi que le E3 est compatible avec le E1. Donc ça permet de vérifier qu'un encoding est valide. Et sous une hypothèse et donc, en tout cas, ce qu'on peut facilement voir, c'est que cette construction a une linéarité claire. Grâce au couplage, on peut aussi faire des relations quadratiques. Alors, pourquoi on peut faire des relations quadratiques? Parce qu'une fois que l'encoding est correct de confiance, bah, après, on va avoir les éléments G puissance S et G gothique puissance S. Et donc, on va pouvoir faire des couplages entre deux encodings différents de façon à faire une relation dans GT qui pourrait être vérifiée également de façon publique. Mais donc, on sera limité au quadratique parce qu'on a uniquement un couplage. Et donc, ça nous permet tout à fait, à partir de la CRS, de calculer un encoding de B à partir d'un encoding de NI, de CI, de Q et de R. Alors, bien sûr, pour qu'il soit secure encoding, il faut aussi qu'on ait l'extractabilité. Et ça, bah, c'est un peu sous une sorte d'hypothèse type knowledge of exponent assumption, le fait d'être en mesure de générer des Diffie-Hellman valides. Eh bien, la knowledge of exponent assumption dit que soit vous connaissez le logarithme discret du Diffie-Hellman, et donc c'était la connaissance de alpha, soit c'est obligatoirement une combinaison linéaire des valeurs qu'il y avait dans la CRS. Donc ça, c'était des résultats connus qui ont été définis sous différents types d'hypothèses. Donc, je ne dis pas que ça ne dépend que sous la knowledge of exponent assumption, mais il y a eu des power exponent assumption, etc., qui ont été définis, mais qui essentiellement reposent là-dessus. Alors, l'inconvénient majeur de reposer sur les couplages, c'est que bah, pour avoir la difficulté de retrouver alpha à partir de la CRS, eh bien, il faut qu'on ait le logarithme discret qui soit difficile. Et là, je vous rappelle qu'on travaille dans ZQ, enfin, les exposants sont dans ZQ, et donc il va falloir, et notre Q était divisible par petit t. Donc, où t est l'espace de départ de notre chiffrement FHE. Donc, ça veut dire qu'on va être obligé d'avoir Q qui va être un produit d'éléments T premiers qui vont être plus grands que 256 bits pour que le logarithme discret soit difficile et que les différentes attaques ne s'appliquent pas. Donc, on va arriver dans une situation où N et Q vont devenir énormes et le FHE va être quasiment impossible à mettre en œuvre parce que asymptotiquement, c'est peut-être toujours possible, mais en pratique, ce sera impossible. Donc, une autre approche, et donc qui est une poursuite de ce qui avait été également proposé lors des secure encodings, c'est de faire des secure encodings qui utilisent là non plus les couplages, mais du chiffrement linéairement homomorphe uniquement. Donc là, on peut voir par exemple le chiffrement de Payet, par exemple, qui est un chiffrement additivement homomorphe, qui a donc toutes les propriétés qui vont bien, c'est-à-dire que étant donné un chiffret de SJ et un chiffret de alpha SJ, eh bien, il est possible, de toutes les puissances, il va être possible de fabriquer un chiffret de B de S et de alpha B de S. Et pareil pour les polynômes à deux variables. Donc, comme on a un schéma de chiffrement qui est linéairement homomorphe, on va pouvoir faire toutes les combinaisons linéaires qui nous intéressent. Et là, cette fois-ci, contrairement au couplage qui permettait une vérifiabilité et des vérifications de relations quadratiques
publiquement vérifiable. Là, on ne va plus être publiquement vérifiable, on va être à vérifieur désigné, c'est-à-dire qu'il va y avoir que la personne qui connaît le alpha qui va être en mesure et qui connaît la clé de déchiffrement du schéma de chiffrement qui va être en mesure de vérifier qu'un encoding est valide et qui va être en mesure de vérifier que les relations sont satisfaites. Et grâce à la clé de déchiffrement, ça permettra de vérifier qu'un encoding est bien formé, c'est-à-dire on déchiffre les deux éléments de l'encoding et on vérifie que le coefficient alpha entre les deux. Et pour les quadratic relations, c'est pareil. En fait, on va pouvoir aussi déchiffrer. Là, une fois que les encodings sont valides, on n'a plus qu'à déchiffrer la première composante de l'encoding et vérifier que les relations sont satisfaites sur les polynômes. Donc, comme je le disais, on va pouvoir utiliser un schéma de chiffrement linéairement homomorphe. Donc, comme je le disais, éventuellement paillé. Alors, pourquoi? C'est que paillé, on sait qu'on peut faire des combinaisons linéaires. Et si jamais il y avait des propriétés multiplicatives qui apparaissaient dans paillé, dans ce cas-là, on obtiendrait finalement un FHE. Et donc, soit on a un FHE, soit on n'a pas un FHE. Et donc, comme on n'a pas un FHE, ou alors ce serait une bonne nouvelle, eh bien, on a quelque chose qui est linéaire only comme chiffrement. Et l'intérêt, là, ici, c'est qu'on n'a plus de contraintes sur T et sur Q pour notre FHE. Et donc, ça nous permettra vraiment d'avoir un FHE avec T qui doit être, qui devra être relativement grand, puisqu'on verra que T doit être plus grand que grand N pour des propriétés de taille d'espace. On aura aussi, parce qu'on va avoir du Schwarzschild qui va apparaître plus tard aussi, mais pas beaucoup plus grand que grand N. Et par contre, grand Q, ça devra être un multiple de petit t, mais ça pourrait être par exemple aussi des produits de premier de l'ordre de petit t, et donc de pouvoir exploiter les propriétés d'évaluation RNS. Et donc, on va pouvoir utiliser paillé. Alors, il faut bien sûr faire attention puisqu'on ne va pas être dans les mêmes espaces modulo T dans paillé. Mais si on prend le module RSA de paillé suffisamment grand, finalement, on va utiliser un paillé où on ne va pas avoir la réduction modulaire de paillé qui va s'appliquer. Et il faudra se débrouiller, bien sûr, pour ajouter du bruit dans paillé pour que le schéma de chiffrement, quand le propriétaire de la clé de déchiffrement déchiffre, n'apprenne pas plus d'informations que nécessaire. Mais donc, on va faire du paillé et bien sûr, on va utiliser uniquement la propriété linéairement homomorphe dans le paillé, mais sur les entiers en fait. Et donc, maintenant, on va travailler avec des polynômes sur les anneaux, puisqu'on a cette fois-ci ZQ, qui est un Q composé. Et donc, on va réussir, grâce à nos encodings, à faire des quadratic checks qui vont nous permettre de prouver que l'évaluation en petit s satisfait bien la relation que je vois ici. Maintenant, le petit s, il est dans la CRS. Il est secret pour celui qui est en train de faire des combinaisons sur ses séquences encoding. Et donc, on peut utiliser a priori le Schwarzschild avec la propriété que le petit s, le point en lequel les séquences encoding sont appliquées, est secret. Et donc, le serveur, lui, n'a pas le moyen de tricher et de faire en sorte qu'il augmente la probabilité que la relation soit satisfaite en ce point S si elle n'était pas satisfaite sur les polynômes eux-mêmes. Alors, comme on est dans un anneau, donc modulo Q, enfin ZQ, avec Q composé et composé avec éventuellement petit t qui va être le plus petit facteur de Q, eh bien là, Schwarzschild s'applique à nouveau, mais la probabilité d'erreur peut malheureusement être supérieure à 2n sur t, où t, c'est la taille du plus petit corps qui compose ZQ. Alors, donc, comme je disais, on va pouvoir exploiter RNS. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est supposer que Q, c'est P1 jusqu'à PL, avec T qui est égal à P1 et les autres premiers sont plus grands que T. Et donc là, cette fois-ci, on va pouvoir, si on prend T qui est plus grand que 4 fois L fois grand N, eh bien, on voit que l'erreur de probabilité est plus petite qu'un demi. On va pouvoir donc cette fois-ci utiliser non pas un seul point S pour faire le secure encoding, mais on va pouvoir en utiliser grand K. Et donc, on va cette fois-ci avoir plusieurs secure encoding qui satisfont la relation. Et ça va bien garantir que si le secure encoding satisfait bien la relation, il y a de fortes chances
que les polynômes mis dans les secure encoding, encodés dans les secure encoding, satisfont bien la relation. Alors l'inconvénient, là je vais pas détailler plus, mais je ne veux pas non plus vous dire passer sous silence ce qui pourrait sembler une arnaque, c'est que comme maintenant on va évaluer le polynôme en plusieurs points S1 jusqu'à S grand K, finalement l'attaquant va avoir envoyé plusieurs encodings en S1, S2, S3, S grand K. Et donc il pourrait très bien avoir mis des polynômes différents dans chacun de ces encodings. Donc l'amplification, là, elle ne marche plus. Pour que l'amplification, elle marche, il faut qu'on soit sûr que les encodings s'appliquent bien sur le même polynôme, que chaque encoding s'applique bien sur le même polynôme, pour qu'ensuite, quand on a des propriétés entre les encodings, ça nous donne bien des propriétés entre les polynômes. Et donc, on va s'assurer que, on va rajouter des preuves pour s'assurer qu'une grande quantité, enfin une bonne fraction des encodings qui sont en les différents points S1 jusqu'à S grand K encodent bien le même polynôme. Et donc là, pour ça, c'est l'amplification qu'on va faire. Et donc, comme je le disais, l'attaquant pourrait envoyer des encodings de polynômes BK différents pour les différents points SK. Et nous, on voudrait être sûr que tous les BK, c'est le même B, alors qu'on ne connaît pas, mais que c'est le même B pour tous. Et donc, pour ça, Alice va à nouveau choisir un nouveau point XM en lequel on va évaluer le polynôme. Et le serveur va envoyer B de XM. Donc, on va envoyer une seule valeur, B de XM. Et là, on voit bien que peut-être que là, on va pouvoir évaluer ce polynôme BK de X moins BM. Si le BK, c'est le même que le B qui est utilisé ici, normalement, c'est X moins XM multiplié par un polynôme qu'on ne connaît pas, mais un polynôme également. Donc, XM doit être une racine, de ceci. Et ça, on va pouvoir le prouver avec des relations sur les secure encoding grâce à des propriétés, donc encore une fois, avec une relation quadratique. Et donc, pour cela, malheureusement, on voit qu'on va avoir besoin dans un commitment d'avoir deux cas chiffrés, en fait, grand K encoding, mais on va avoir aussi besoin de faire grand M encoding de VM pour chaque K. Donc, en gros, on va avoir grand taux de K fois M encoding, ou grand M. Alors oui, je n'ai pas précisé quel était le grand M. C'est le nombre de points qu'on va utiliser pour faire l'évaluation du BK, pour s'assurer que tous les BK sont le même polynôme B. Et donc, maintenant, avec ce que je viens de vous présenter, alors je suis conscient que tous les détails n'ont pas été présentés, mais grâce à ces combinaisons, on peut s'assurer que c'est le même polynôme qui est dans tous les encodings, on a le même polynôme, et donc on va pouvoir amplifier, donc cette fois-ci, les relations quadratiques ou de vérifiabilité. Maintenant qu'on a donc réussi avec ce que je viens de vous présenter, on a réussi à prouver que B était bien la somme des NICI plus QR. Et on doit faire la même chose pour D, qui devrait être la somme des PICI plus Q étoile fois R, où là, cette fois-ci, les PI ont été committés de façon secrète et le Q étoile doit également être commité de façon secrète. Donc là, je ne vais pas entrer dans les détails, mais donc, on a vu tout à l'heure que les commitments, comment on faisait des commitments, c'était un ensemble d'encoding. Donc, ce que j'ai appelé tout à l'heure un encoding, c'était un commitment, c'était grand K fois grand M encoding, en gros. Il y a un facteur 2, je crois, devant. Et donc, c'était un grand taux de grand K fois grand M, où grand K et grand M dépendent de certaines constantes, mais indépendantes du degré grand N. Et pour faire la partie avec ces commitments-là sont malheureusement pas forcément hiding, c'est-à-dire ils sont binding grâce à la linear only extractabilité, mais ils ne sont pas hiding. Et donc, pour avoir la propriété hiding, on va rajouter des éléments de masquage. Donc, un peu ce qu'on fait classiquement en rajoutant du bruit dans les coefficients. On va rajouter en fait un coefficient supplémentaire, une
variable supplémentaire dans notre polynôme de façon à masquer complètement les valeurs qui sont committées dans le polynôme qui était binding et donc qui deviendra hiding. Mais pour que toutes nos preuves que l'on faisait jusqu'à présent, on va devoir prouver que l'on connaît bien le coefficient que l'on a utilisé pour faire ce blinding. Donc, on va avoir ensuite des preuves à la Schnorr qui vont devoir être faites pour montrer qu'on connaît bien ce coefficient pour cacher. Et donc là, je vais conclure, j'arrive à l'heure. Et donc, encore une fois, je reconnais que je n'ai pas présenté tous les détails des aspects hiding, etc. Mais après, c'est vraiment des preuves à la Schnorr relativement classiques et l'ajout de coefficients. Donc là, maintenant, pour vous donner une idée de ce que cela permet de faire, imaginons qu'on va vouloir évaluer un polynôme grand P de degré grand N égale 2 puissance 40. Eh bien, en utilisant l'estimateur d'Albrecht pour le FHE, eh bien, on voit qu'on est obligé de prendre n qui vaut 2 puissance 14 pour qu'on puisse espérer avoir une sécurité raisonnable pour un t qui fait 52 bits. Alors, je rappelle, puisqu'on a grand N qui vaut 2 puissance 40, on avait t qui devait être plus grand que quelque chose fois L fois grand N. Donc, il fallait que t, en tout cas, soit plus de 40 bits. Et là, on prend sur 52 bits. Et là, donc, il va falloir aussi qu'on prenne Q sur 726 bits pour avoir une profondeur multiplicative 5 avec une sécurité en 2 puissance 85. Donc, tout ça, c'est les estimations avec l'estimateur d'Albrecht. Et donc là, ce que ça nous a permis de faire, c'est d'utiliser finalement le chiffre de Paillet avec des modules RSA de 2048 bits. On se rend compte que toutes les combinaisons linéaires qu'on a à faire ne déborderont jamais de ces modules RSA. Donc, tous les calculs vont se faire sur les entiers et ne vont jamais être faits modulo RSA. Enfin, il ne va pas y avoir de modulo. Et bon, donc, on suppose que le 2048 bits, c'est une sécurité en 2 puissance 112, mais de toute façon, on était en 2 puissance 85 avant. Donc, même si on a une plus faible confiance en 2048, je pense que ça reste raisonnable pour du 2 puissance 85. Donc, globalement, on a une sécurité qui repose qui est en 2 puissance 85 en niveau de sécurité. Et là, donc, comme on a une profondeur multiplicative uniquement de 5, on va être obligé d'envoyer un certain nombre de puissances intermédiaires de notre M pour permettre au serveur de faire les calculs corrects de puissances successives. Et donc, on voit qu'on va être obligé d'en envoyer de l'ordre de 1,4 gigaoctets pour permettre au FHE d'être correct jusqu'à la puissance de puissance 40. Et notre preuve d'Oblivious Polynomial Evaluation, c'est-à-dire tous nos commitments, encoding, etc., on se rend compte qu'on va pouvoir se contenter d'avoir uniquement 123 mégaoctets à transmettre si on autorise une preuve interactive. Donc là, je ne fais pas snark, mais je fais preuve interactive, où en gros, ça va être quoi l'interactivité? Ça va être les XM et le petit n. Alors, le petit n, non, je crois qu'on ne le fait pas interactif. Ou si, on doit pouvoir faire, puisque vous voyez, Alice peut choisir le petit n, c'est-à-dire le polynôme en lequel qui va nous servir à vérifier que les EI sont bien les puissances les chiffrées des puissances de MI. Et il y a aussi les XM et des XM qui doivent être choisis. Alors, soit ils sont choisis à la volée, et dans ce cas-là, on va pouvoir se permettre d'avoir une soundness plus faible, parce que comme l'attaquant les choisit une fois qu'il a envoyé, enfin, il les voit une fois qu'il a choisi déjà plein de choses, on va pouvoir tomber à une soundness en 2 puissance moins 30 avec uniquement 123 mégaoctets. Si on veut être totalement non interactif, c'est-à-dire où le polynôme petit n ou les XM, etc., sont choisis avec la méthode classique d'une fonction de hachage qui sert à dériver les challenges, eh bien, on a une preuve finalement en snark qui est du même ordre que les chiffrés que l'on a envoyés, donc de l'ordre d'1,4 gigaoctet également, pour une soundness en 2 puissance moins 80. Donc, on voit bien que globalement, finalement, pour avoir une sécurité en 2 puissance 80, on doit envoyer environ 3 gigaoctets pour faire l'évaluation d'un polynôme de degré 2 puissance 40. Et alors, pourquoi j'ai pris 2 puissance 40? C'est que c'est un peu la taille où ça a un intérêt, parce que finalement, notre preuve, elle est relativement indépendante de grand N.
Et donc, diminuer grand N ne va pas être très, très intéressant pour notre système. Par contre, on sait bien que si grand N augmente, la partie FHE va devoir augmenter. Donc là, je vous ai mis le bon compromis où il se trouve que la taille des chiffrés et la taille du SNARK sont de même taille. Donc, juste pour conclure, donc les SNARK étaient quelque chose qui était connu et largement publié avec des choses à base de couplage, avec des encodings à base de couplage qui reposaient sur les power knowledge assumption ou ce genre de choses. Malheureusement, ça nous semble relativement incompatible avec le FAE parce que les paramètres deviennent énormes et Q devrait avoir plusieurs milliers de bits. Et je ne sais pas dans quelle mesure un FHE avec Q sur plusieurs milliers de bits ou petit n devrait être beaucoup plus grand que de puissance 14, devrait être peut-être de puissance 20. Là, je n'ai pas fait les estimations parce qu'il me semble même d'ailleurs que l'estimateur plantait quand on prenait des valeurs trop grandes. Et donc, avec l'approche que l'on a fait avec des chiffrements linéaires, ça nous permet d'exploiter notamment les optimisations RNS et ça permet donc d'avoir du FHE qui semble avec des paramètres raisonnables en pratique. Et le SNARK semble également avec des tailles convenables. Alors, donc là, j'ai conclu. Mais juste pour finir effectivement sur le PSI, c'est vrai que pour être complètement clair aussi, donc on voit qu'on a 3 gigaoctets pour l'évaluation d'un point. Et donc, si on veut l'évaluer en plein de points, ça va être plein de fois 3 gigaoctets à chaque fois. Merci pour votre attention. Merci David. Donc, comme tout à l'heure, j'applaudis. Alors là, donc, est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez activer votre micro s'il y a des questions, quelques petites questions. Donc, il y a des clap-clap. Bon, je vais lancer moi ma petite question. Alors, en fait, c'est vrai que ça traite plutôt, surtout à la fin, au niveau des paramètres. Donc, tu dis que tu as pris le meilleur compromis. Qu'est-ce qui se passe si tu choisis, là, tu as ciblé une sécurité en 2,80, c'est ça? Ouais. Et donc, si tu augmentes, je sais pas, en 228, c'est quoi qui va se passer en fait sur les tailles? Alors, on l'a fait aussi, alors je ne les ai plus les tailles à l'esprit, mais ça grossissait pas énormément. Je crois qu'on était de l'ordre de 3-4 gigaoctets. Bon, je ne sais pas ce qu'on appelle pas énormément, mais de toute façon, là, par contre, si tu veux du 128, il faudrait qu'on prenne aussi RSA sur 4048 bits. Donc là, de toute façon, on se prend un facteur 2 dans. Donc oui, donc je pense que non, même si on veut, je disais 5 gigaoctets, c'est si on tenait le même taille de RSA. Et là, même si RSA, je pense, serait encore raisonnable en termes de taille de module, suffirait pour qu'il n'y ait pas de débordement, il serait plus raisonnable en termes de sécurité. Donc, on serait obligé de prendre 3072 ou 4096. Et là, l'encoding, il double immédiatement. Donc, là, en tout cas, la taille de l'encoding a un effet immédiat sur la preuve. D'accord, ok, d'accord. Ok, merci. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une autre question? Je regarde juste. Non, je vois le chat et je ne vois pas de questions non plus. Non, j'en vois pas. Donc, écoute,